Tous les gens voient le changement. Qui n'en peuvent plus. À des idées qui n'avaient plus cours depuis longtemps. Les choses ont évolué de manière très défavorable. Bonjour, nous filons au cinéma ce matin avec mes comparses habituels. Maxime Gabriel, bonjour. Bonjour Anne. Bonjour Laurent Dandrieux. Bonjour Anne. Merci d'être venu nous proposer votre lumière, vos lumières sur le cinéma. Je rappelle votre très beau livre sur le film, le dictionnaire du cinéma. Passionné du cinéma. Le dictionnaire passionné du cinéma, publié aux éditions de L'Homme Nouveau, qui est un instrument merveilleux parce que arrive un film sur les écrans, les petits ou les grands, vous ne savez pas de quoi il retourne et vous allez chercher le Dandrieux et vous êtes comblé. Je voudrais, chers amis TV Liberté, célébrer avec vous le 100e anniversaire de cette émission. Et donc, nous voguons vers la 200e, la 300e. Vous avez vu, vous aussi, Sully, Laurent Dandrieux, et oui. donc nous aimerions votre avis. Écoutez, c'est un film que j'allais voir un peu en traînant les pieds parce que je ne voyais pas bien ce qu'il y avait de captivant dans ce sujet. Alors rappelons-le, pour voilà, ceux qui n'auraient pas écouté. C'est un fait divers réel, donc ça se passe en 2009 et un avion de transport de passagers au décollage de New York, quelques minutes après le décollage, heurte un vol d'oiseaux. Les deux moteurs tombent en carafe. La tour de contrôle demande au pilote de faire demi-tour pour se reposer sur un aéroport et lui, instinctivement, au jugé, comprend qu'il n'y arrivera pas, que l'altitude est trop basse, qu'il risque de s'écraser sur des habitations et donc décide de cette manœuvre absolument tellement audacieuse que personne ne l'avait jamais tenté, qui est de poser son long courrier sur le fleuve Hudson. Et donc, il est célébré immédiatement par tout le monde comme un héros, sauf par les autorités aéronautiques. C'est là où le film devient intéressant, c'est-à-dire qu'on lui dit « mais non, pas du tout, vous avez pris un risque inutile, vous n'auriez jamais dû faire ça ». Et il se retrouve finalement en procès. En position d'accusé. Voilà, et donc le film est remarquablement monté, c'est très très bien composé, de manière à ce que effectivement le récit ne soit pas phagocyté, j'allais dire, par l'exploit technique. Et il y a des allers-retours constants entre effectivement cette partie fait divers, j'allais dire, et la partie plus humaine où on voit effectivement la confrontation entre les points de vue. Et donc en fait c'est un film sur l'importance du facteur humain puisque les autorités lui disent les ordinateurs prouvent que vous avez tort, vous avez pris un risque inutile et lui répond écoutez les ordinateurs n'étaient pas à ma place dans le cockpit, moi seul ai pu juger la décision et prendre une décision qui n'était pas programmable, parce que finalement c'est ça le cœur du sujet, c'est que le cerveau humain est le seul à même de penser l'impensable. Et donc c'est un bel hommage. Et à réagir à l'imprévu. Voilà. Et à l'instinct qui naît aussi de l'expérience. Oui. Enfin, c'est un grand pilote. Un homme d'expérience qui est un grand pilote. Il a déjà pilote. vécu des situations dramatiques en tant que pilote, et donc. Absolument. Et Tom Hanks. Est-ce qu'il montre bien que les vieux ne sont pas tous bons à mettre à la poubelle, oui, on peut Merci, Maxime. s'en servir pour quelque chose. Maxime. Non mais ça me paraît être un point important parce qu'on est dans une époque époque de jeunisme à outrance et en fait, vous avez raison. Ça n'est pas. Tom Hanks est merveilleux. Tom Hanks est très très bien et je dois dire que l'un des aspects aussi très impressionnants de ce film, c'est la maîtrise de ce bonhomme et de son copilote. Et j'ai eu la curiosité d'aller me reporter sur Internet parce qu'on entend en fait le cœur des auditions où ils sont en position d'accusé, c'est évidemment les enregistrements de bord.
Et on est impressionné effectivement par le sang-froid incroyable dont ils font preuve. Et j'ai eu la curiosité de me reporter sur Internet aux originaux des enregistrements de mort. Et c'est absolument bluffant. C'est-à-dire que voilà, des gens qui se trouvent dans une position... À 3 minutes de la mort, à 3 minutes de la éventuellement. mort, avec quasiment aucun temps pour réagir. Et il n'y a pas une seconde de perdu en atermoiement, en panique inutile. Il y a une espèce d'efficacité immédiate qui est effectivement le produit d'une vie de travail, d'expérience et de maîtrise de soi. Ça, c'est tout à fait vrai. On va peut-être passer, on ne l'a pas fait la dernière fois, le bobino, la bande-annonce. Absolument. La bande-annonce. Personne ne nous a prévenus. Personne ne nous a dit « Vous allez perdre vos 2 réacteurs à l'altitude la plus basse de l'histoire de l'aviation ». On a subi une perte de 2 réacteurs à 2800 pieds et un amérissage immédiat avec 155 âmes à bord. Personne n'a jamais été formé pour un problème de ce genre. Notre enquête doit déterminer comment un avion s'est retrouvé dans l'Hudson. Sur l'Hudson. Ce n'est pas un crash, mais un amérissage forcé. Les simulations indiquent que vous pouviez retourner à l'aéroport. Pas possible. J'ai bien senti qu'il me lâchait. J'ai fait tout ce que je pouvais, tu sais. Tu n'as pas besoin de me le dire. Tu les as tous sauvés. Beaucoup disent que vous êtes un héros. J'ai pas l'impression d'être un héros. Ça fait déjà assez de bruit comme ça dans la presse. Je suis dépassé par toute cette attention. Le moteur gauche était toujours opérationnel. Et si j'ai vraiment fait une erreur? Si j'ai mis en danger la vie de tous ces gens? J'ai un A320 qui plonge dans le fleuve. T'as fait ton maximum. T'en as fait plus qu'assez. À quand remonte votre dernier verre, commandant? Y a-t-il des tensions à la maison? Il y avait 155 personnes dans cet avion. Et tu en faisais partie. Plus de 40 ans de vol. Et au final, on me jugera sur ces 208 secondes. Je veux un comptage passager et équipage. Est-ce qu'il reste quelqu'un? 2 nouveaux films, Laurent Dandrieux, qui vont sortir cette semaine. Donc nous sommes dans l'actualité. Premier contact. Alors oui, c'est 2 films très différents dont je souhaiterais vous parler. Premier contact, c'est un film de SF. C'est effectivement comme son nom, de science-fiction, pardon. Comme son nom l'indique, c'est la première tentative de contact entre des humains et des extraterrestres qui ont déboulé sur la Terre. On ne sait pas trop pourquoi. Il y a 12 vaisseaux qui se sont posés en 12 points de la planète. Qu'est-ce qu'ils veulent? Pour le savoir, il faut réussir à communiquer avec eux. Donc on va chercher notamment une linguiste, une des sommités de la linguistique mondiale, qui va essayer en un temps record, avant que les militaires qui ont un peu le doigt sur la gâchette, avant que les militaires ne s'excitent et décident d'atomiser tout ça, donc pour essayer de comprendre leur langage et d'échanger des messages avec eux. Donc c'est un film de SF assez atypique parce que effectivement il est peu spectaculaire, il n'y a pas de voyages intersidéraux, il n'y a pas d'effets pyrotechniques. Mais c'est très beau, les extraterrestres sont très réussis. Ils ont un code de communication non verbale qui donne des images vraiment très poétiques, très intéressantes. Et sur le thème, il y a deux thématiques en fait. La première n'est pas très intéressante, c'était déjà celle du film qui est un peu le film fondateur du genre, qui est Le jour où la Terre s'arrêta, 1951. C'est les extraterrestres qui déboulent sur Terre pour dire aux humains « Attention, vous n'êtes pas très malins, vous êtes en train de faire des bêtises, on va vous mettre en garde contre vous-même ». Bon, ça, c'est pas d'une originalité folle. Le deuxième thème est beaucoup plus intéressant et très inattendu dans un film de science-fiction, c'est que pourquoi est-ce que c'est important de communiquer avec eux et d'apprendre leur langue, certes pour échanger des informations, mais aussi pour rentrer dans un système de pensée différent. C'est-à-dire que la langue qu'on pratique et le mode de communication qu'on pratique conditionnent la façon de voir le monde. Et donc, en apprenant leur langage, et donc qui induit une vision du monde différente, et notamment un rapport au temps différent, on va apprendre à voir les choses un peu différemment de ce qu'on a l'habitude. Et ça, c'est un thème très intéressant. Par ailleurs, le film est visuellement très beau. Il y a des moments effectivement mais vous nous donnez envie d'y aller. Assez contemplatifs et vraiment assez poétiques, avec des petites facilités de scénario. Donc c'est l'inverse de Independence Day. C'est exactement l'inverse. C'est donc un bon film. Ça fait plutôt penser, si ça doit faire penser à quelque chose, c'est évidemment à Interstellar. Oui. Voilà. Ah bon, très bien. Vous nous donnez envie. Moi qui n'ai jamais vu de film de science-fiction. Autre film. Et autre film. Ensuite, alors là, on redescend au ras des pâquerettes, mais des pâquerettes qui sont très intéressantes, puisqu'il s'agit d'un film roumain qui s'appelle Baccalauréat. C'est un film de Cristian Mungiu qui avait obtenu une Palme d'Or à Cannes avec un film fort, très dérangeant, mais fort,
sur l'avortement. Et là, c'est une histoire a priori tout à fait triviale. C'est un père de famille qui a mis tous ses espoirs dans sa fille unique, qui est une craque, et qu'il destine à aller étudier dans des universités anglaises, qui a obtenu des bourses. Mais avant, elle doit faire une petite formalité, c'est-à-dire passer le baccalauréat. Pour elle, c'est un jeu d'enfant, mais elle subit une agression sexuelle la veille du début des épreuves. Elle est évidemment, la pauvre, très tourneboulée et pas du tout en état de se concentrer. Et donc le père qui... toute sa vie avait refusé toutes les compromissions qui sont absolument indispensables pour réussir dans la vie dans la Roumanie post-communiste, parce que c'est un système qui ne repose que sur les passe-droits, il faut connaître la bonne personne qui va mettre votre dossier sur le dessus de la pile, enfin voilà. Tout pas qu'en Roumanie, dans, toutes les économies post-communistes. Y compris dans beaucoup d'économies africaines. C'est probable, mais c'est vrai que tel qu'il le décrit, c'est assez impressionnant. Et donc, il va contrevenir à ces principes et chercher tous les moyens possibles et imaginables pour faire réussir sa fille par des moyens autres que légaux. Et donc, c'est un film très intéressant, c'est remarquablement mis en scène, c'est très vivant. C'est un peu long, comme toujours les films roumains, mais c'est quand même remarquable. Et c'est à la fois donc un tableau de cette société complètement minée par la corruption et les passe-droits. C'est à la fois le portrait d'un homme qui va être mis en contradiction avec ses valeurs, qui va se mettre en fait en contradiction avec ses propres valeurs. Et puis c'est aussi un film très intéressant sur la paternité, parce que évidemment il a le sentiment profond d'agir dans l'intérêt de sa fille, mais en fait il a transformé sa fille sans s'en rendre compte en une marionnette qui n'est que la porte-parole de ses propres ambitions, de ses remords, de ce qu'il n'a pas réussi à accomplir lui-même dans la vie. Voilà, c'est un classique du genre, mais c'est fait avec beaucoup de subtilité et d'intelligence. Merci Laurent. Notez bien, Anne, qu'en France, un passe-droit s'appelle un cadeau. Comme quoi le langage dont parlait Laurent tout à l'heure est une chose importante. Je ne sais pas comment ça se dit en roumain. Mais... un film que nous n'irons pas voir, mais que vous avez vu, Maxime. Merci pour votre sens du sacrifice, qui est donc Sausage Party. Sausage Party, si vous voulez. Alors que Laurent a vu aussi. Alors c'est la fête de la saucisse, mais pas vraiment en version bavaroise. C'est pas non plus la fête de la saucisse à Toul. C'est non. En fait, c'est un film qui fait l'apologie d'une sexualité à outrance, où je pense que c'est l'occasion d'ailleurs pour ceux qui ont l'esprit pervers d'apprendre des choses qu'ils ne connaissaient pas, même en ayant vu l'intégrale de Rocco Siffredi. Je pense qu'on peut encore en apprendre. Non, c'est surtout assez scandaleux parce que c'est un film qui est présenté comme un film familial, interdit seulement aux moins de 12 ans. Il y a même des affiches dans le métro. Or, c'est un film où on pratique, encore une fois, donc c'est l'histoire d'aliments qui vivent dans un supermarché et qui finalement vont se retrouver chez quelqu'un et découvrent qu'en fait, ce qu'ils pensent être un paradis n'est que l'après-supermarché les conduit simplement à être mangés et digérés par des gens, et donc une sorte de, on pourrait dire, de révolte. Enfin, donc ces aliments vont vivre leur vie jusqu'aux aspects les plus débridés de cette vie, qui passe donc par cette sexualité à outrance, qui est filmée en gros plan, assumée, montrée dans toute sa, si j'ose dire, sa pureté, sa crudité, voilà, pourrait-on dire. Donc c'est un film d'abord qu'on peut déconseiller à nos téléspectateurs d'une manière générale, mais surtout à leurs enfants. Enfin, c'est vraiment un film à ne pas mettre entre les mains d'une famille. Voilà. Je pense que le message doit être passé parce que beaucoup de familles se sont fait avoir avec ce film. Non, mais il y a une volonté de marteler les dérives sexuelles qui est présenté par ses auteurs comme un film, je cite, potache. Voilà. L'humour potache, donc par exemple des scènes de sexualité à outrance, enfin même de sexualité de groupe avec pratique sadomasochiste entre aliments, mais très cru, ça c'est ce qu'on appelle potache. C'est la normalité. C'est comme quand, vous souvenez-vous de cette affaire du militaire qui avait été égorgé à la Défense. Voilà, le Monde avait parlé de petite délinquance. Oui, bien sûr. C'est de la petite délinquance. Quand on agresse des femmes à main armée ou qu'on cambriole, c'est de la petite délinquance. Je pense qu'il y a une double hypocrisie dans ce film. D'une part, le pitch, le synopsis que Maxime vient de résumer n'est qu'un prétexte. On a l'impression effectivement quand on dit ça que c'est une variante de Toy Story. En fait, pas du tout. Ça n'est effectivement que l'occasion de montrer des perversités en tout genre.
attire l'arigot. Et puis il y a une hypocrisie formidable au niveau de la communication. C'est-à-dire que si vous allez voir la bande-annonce, il n'y a pas un seul gros mot dans la bande-annonce. On a l'impression que c'est juste un dessin animé, peut-être un peu corrosif, mais pas plus que ça. Oui. Et les affiches dans le métro, effectivement, sont gentilles. Voilà, vous voyez une image de type Disney, vous avez l'impression d'avoir affaire un dessin animé classique. Donc, ils entretiennent vraiment l'ambiguïté de manière à ramasser le maximum de sous. Mais sur ce sujet de perversion, tout de même, j'invite les téléspectateurs à aller voir un site, le site de Terre et Famille, toutaccroché.com, et ils trouveront l'interview de Judith Reisman, qui est cette professeure universitaire américaine qui a fait une étude sur Kinsey. Lequel Kinsey est un Américain, un zoologiste américain de l'entre-deux-guerres, qui avait quelques problèmes avec sa sexualité et qui voulait en tout cas lui faire vivre son plein essor et son plein développement, et qui a donc entrepris mais l'Amérique de ce temps était quand même tout à fait restrictive. Donc, il va faire des statistiques sur les pratiques sexuelles des Américains. Et il considère donc les hommes et les femmes comme les abeilles. Il fait des statistiques en béton, avec courbes. Pour expliquer que sa sexualité est normale. Pour expliquer que tous les Américains pratiquent toutes les perversités. Surtout pour expliquer qu'il n'y a pas de normalité en sexualité. Voilà, que monsieur et madame Smith font tout ce que lui fait et que donc il n'y a aucun problème et que donc il faut changer la législation à l'américaine et revoir complètement l'éducation sexuelle et installer l'éducation sexuelle en Amérique. Ce qu'il a réussi à faire, et il a été financé par Rockefeller et l'UNESCO, excusez du peu. Cela dit, quand on a analysé les statistiques et les gens qui ont été interrogés, on s'est rendu compte que M. Kinsey avait interrogé ses copains, qui étaient tous sexuellement très orientés, les uns homosexuels, les autres lesbiennes. Il a interrogé les prisonniers, qui n'ont pas une sexualité, les pauvres, tout à fait facile, les fous dans les asiles et les gens qui traînent dans les rues. Donc, si vous voulez, monsieur et madame Smith... Le panel n'était pas très représenté. Ne sont pas représentés. Et ce rapport Kinsey est passé pour quelque chose de scientifique et de très sûr. Eh bien là, la partouze passe pour un dessin animé. Pour revenir au cinéma, oui. Il y a un film qui est sorti sur ce fameux rapport Kinsey il y a quelques années. Je crois que le rôle était interprété, si mes souvenirs sont bons, par Liam Neeson. Oui. Et c'est assez amusant parce que le film était apologétique. Ça se voulait une hagiographie de Kinsey, mais ça montrait bien, en fait, comment il avait biaisé ses résultats et comment tout ça était faussé à la base par la volonté de démontrer quelque chose. Voilà, en tout cas, terminons par le film que nous avons sur notre écran. Donc, La chute des hommes, c'est le récent film de Cheyenne Marie Caron. Que nous avions reçu ici il y a un an et demi. Pour le film Patrie. Absolument. Avec cette merveilleuse musique d'Eia Maurice Cantores. Alors, qui veut commencer? Maxime? Alors, on peut peut-être rappeler d'abord en deux mots l'histoire du film. Absolument. C'est un film qui suit trois personnages. Un personnage numéro 1 qui est une jeune fille, une jeune femme, pourrait-on dire, qui souhaite aller en Orient pour s'intéresser aux parfums, et notamment au Moyen-Orient. Oui. Au Moyen-Orient. Alors, d'ailleurs, le pays n'est pas vraiment précisé, hein, tout ça reste assez flou. Et elle arrive donc dans ce pays où elle a prévu tout un voyage, et bien entendu, elle se fait enlever. Elle prend un taxi aux mains de l'État islamique. Le deuxième personnage que nous suivons, c'est le chauffeur de taxi, dont on devine qu'il est lui-même pris au piège, y compris financier, de ces djihadistes qui sont des ultra-religieux, alors que lui ne l'est pas. Et on le voit aussi dans sa famille. Et puis, troisième personnage, c'est manifestement un Français venant de famille catholique qui cherche sa voie, ou en tout cas de famille chrétienne, mais sans enracinement, qui cherche sa voie et qui rejoint l'État islamique. Et qui est devenu islamique. Et qui devient un de ses bourreaux. Et donc,
on suit ces 3 personnages avec un découpage du film en plusieurs temps, en fait, puisqu'on suit alternativement les uns et les autres, de telle sorte qu'on revoit un certain nombre de fois différentes scènes coupées de façon différente, ce qui est un peu déstabilisant, il faut le dire. Alors le propos du film, c'est évidemment un propos religieux, comme souvent chez Cheyenne Caron, qui nous montre d'abord dans sa grande trivialité et la réalité de ce que peuvent vivre ces gens. Oui, elle ne se cache pas derrière son petit doigt. Elle ne se cache pas derrière son petit doigt. Les scènes d'horreur, il ne faut pas y aller avec il ne faut pas y aller avec des enfants. Il y a des scènes évidemment de torture ou de crime. Et évidemment, l'élément marquant, c'est l'événement final, qui est comment un de ces méchants peut ouvrir les yeux et revenir à une foi chrétienne, ou en tout cas être touché par la grâce de Dieu, par l'intermédiaire de la Vierge Marie en l'occurrence. Donc c'est un film extrêmement cru. Voilà. Dur. Pour moi, ça n'est pas son meilleur film. Alors, il a été tourné en France, d'ailleurs ça se sent, puisque tous les acteurs parlent très bien français. C'est tourné en partie dans la forêt de Fontainebleau. Donc évidemment, il ne faut pas s'attendre à des paysages orientaux et à un désert extraordinaire, mais à la limite, pourquoi pas? C'est pas plus gênant que ça. J'ai trouvé que le film était un peu long. Pour être honnête, il fait un peu plus de presque 2 heures et demie. Il eût gagné à être un petit peu plus Le propos court. aurait pu être condensé en 1h30, notamment tout le début. J'aime pas beaucoup non plus l'actrice principale. Son phrasé en particulier m'exaspère un peu. Néanmoins, l'histoire est intéressante. Elle est jolie. Elle est jolie. Elle a au moins ça pour elle. Et sa façon de ne pas renier. De ne pas renier sa foi, oui. Qui dit, c'est assez intéressant parce qu'elle dit mon père est païen et ma mère est chrétienne, en l'occurrence orthodoxe. Donc elle se trimballe avec une icône de la Vierge Marie sur elle, qui sera un très joli personnage, un élément important du film. Je pense que ce moment où en fait elle refuse de renier sa foi, ou son absence de foi d'ailleurs, est assez intéressant. Et puis il y a des moments d'échange, en particulier entre ces méchants radicaux musulmans, qui échangent entre eux, et ça nous permet de saisir un peu les motivations des uns et des autres, et en particulier ce personnage central, qui est le personnage final du film, dont on devine qu'en fait il est à la recherche du sens de sa vie, et qu'il croit trouver l'action, qu'il croit trouver une démarche de virilité, mais c'est tout sauf une réelle démarche spirituelle. Il y a, comme dans tous les films de Cheyenne Caron, cette recherche des jeunes sur la foi, sur leur identité, sur leur âme. Et en cela, ce film s'inscrit très très bien dans sa lignée de films. En fait, pour moi, la fin est intéressante. C'est-à-dire... Non, on ne dit pas la fin. Non, je ne dis pas quelle est la fin, mais je pense que c'est un film. Par exemple, si on le voit en DVD, parce que malheureusement, il ne joue quasiment nulle part. Oui, il faut l'acheter en DVD. Nulle part, donc on peut l'acheter en DVD. On peut peut-être en profiter pour passer le début un petit peu vite. Je le dis parce que j'ai eu la tentation de le faire. Ou alors le regarder en 2 fois. Ou le regarder en 2 fois. Néanmoins, la dernière heure, pour moi, est vraiment intéressante. Parce que c'est là que les propos échangés sont peut-être les plus révélateurs, même si les scènes sont aussi très clairement les plus brutales. Elle a très travaillé son film, c'est évident. Avec un minuscule budget. Donc évidemment, il faut s'attendre. Le réalisme des grands films hollywoodiens n'est pas là, mais on se projette assez aisément dans les personnages. Et Laurent ? Je suis un peu embarrassé parce que je dois dire que ça ne m'a pas plu du tout. Vous n'avez pas accroché. Dont les intentions sont évidemment bonne et louable, mais j'ai trouvé ça d'une maladresse terrible et voilà. Mais ça n'est pas son meilleur film, il faut le dire. Mais c'est un film à voir. C'est un film à voir. Moi, je persiste, ne serait-ce que parce que il montre tous ces petits Français qui sont complètement d'une naïveté, d'une naïveté extraordinaire, et qui s'imaginent qu'ils vont débarquer dans un pays en guerre sans aucun problème, sans aucun souci. Et puis, ces jeunes qui partent pour faire le djihad. Je pense qu'on n'arrive pas en Syrie de la façon dont elle arrive dans le film. De toute façon, ça n'est pas possible. Voilà. D'ailleurs, on n'est pas sûr. Oui, non, mais voilà. Il y a un manque de crédibilité. C'est pas forcément en Syrie. Au départ. Non, mais c'est un pays de ce genre, c'est quand même l'État islamique est quand même à quelques kilomètres de la capitale. Donc, voilà. Pour moi, ça aurait été plutôt l'Iran, autour de la question des odeurs et de la rose. J'aurais plutôt vu l'Iran.
Mais peu importe, à la limite, c'est plutôt la motivation, et notamment religieuse de ces C'est un film à voir avec des grands ados. Ça pose quand même un certain nombre de questions. Pour moi, on peut plutôt le regarder sous un angle un peu paradocumentaire. C'est-à-dire, c'est plus à cheval entre un documentaire, un témoignage, une vision. C'est pas à proprement parler un film cinématographique derrière lequel on a envie de rester, qui raconte une histoire captivante. Mais c'est un regard qui est intéressant. Et en guise en particulier en DVD. Et dans un cours de religion aussi. C'est tout à fait sa place aussi dans un cours de religion. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Donc, je rappelle, vous pouvez aller, chers téléspectateurs, voir Sully, Premier Contact et Baccalauréat. Et éviter Sausage Party. Et éviter, évidemment, Sausage Party. Même pas éviter, refuser. C'est-à-dire que si vous n'avez que ça, ou restez chez vous à passer l'aspirateur, passez l'aspirateur. Merci. Merci. Non mais, à toi, un chat. Merci, Maxime. Merci beaucoup, Laurent Dandrieux. Merci à vous. À très vite, amis de TV Liberté, pour une autre émission de Perles de Culture. Amis de TV Liberté, bonjour. Nous recevons aujourd'hui pour cette rubrique L'art en beauté notre amie Mélisande Chauveau. Bonjour Mélisande. Bonjour Anne. Vous êtes déjà venue pour cette collection fantastique qui s'appelle Raconte-moi. Ce sont des biographies à la première personne. Oui. Vous vous mettez dans la peau d'eux. Et en fait, vous avez eu cette idée de raconter ces biographies à la première personne à partir de vos émissions. Oui, sur Radio Courtoisie. Sur Radio Courtoisie, avec Didier Rochard. Voilà. Pendant combien d'années? 13 années. 13 années. 13 années. Et vous teniez en haleine tout un public qui a ainsi découvert la vie et l'enfance des grands musiciens. Ce qui était absolument passionnant. Alors, vous êtes venu déjà dans cette émission pour parler de la femme de Clara Schumann, exactement. Et ce matin, vous évoquez pour nous Maria Callas, donc dans cette petite collection aux éditions de la Tour, qui coûte seulement 16 €. Alors, ce qui me frappe dans vos biographies, bon, j'ai lu beaucoup de biographies dans ma vie, je suis très habituée aux biographies, c'est la vérité psychologique de vos personnages. On a l'impression que vous êtes... vous les comprenez fantastiquement. Comment expliquez-vous cette capacité que vous avez à les comprendre? Écoutez, d'abord, je suis pianiste. Vous êtes pianiste vous-même, vous êtes une grande artiste vous-même. Je suis passée par tous les affres. C'est ça. De ces musiciens dont je raconte la vie. Oui. Et je suis mais vraiment à l'intérieur. Je vous assure, oui, vous n'avez aucune difficulté. Mais je n'ai aucune difficulté parce que en fait, je me reconnais dans leurs émotions. Oui, c'est ça, ouais. Mais c'est comme ma propre mère, quand elle a lu mon Maria Callas, m'a dit, mais Maria Callas, mais c'est toi, c'est Mélisande, elle me disait. Mais tellement les émotions que nous pouvons ressentir les uns et les autres sont semblables. Je vous assure, ne serait-ce que le trac. Oui, le trac. Déjà. Oui. Le trac. Le Mais trac. Alors, votre Maria Callas est toute petite déjà. Sa vie est elle-même un opéra, je trouve. Sa vie est un opéra. Sa vie est une tragédie grecque. C'est une tragédie grecque, absolument. C'était effroyable. En fait, elle voulait être dentiste, Maria Callas, au départ. Oui. Mais elle faisait tout pour attirer l'amour de sa mère qui le lui refusait. Sa mère Alors, elle vit dans une famille triste, oui. Un père adultère, une mère... Une mère complètement... En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont perdu un fils au départ. Oui, oui. Bon, et ce fils, c'est une famille grecque, donc d'émigrés aux États-Unis, à New York. Et ce fils, sa mère veut le remplacer. En fait, elle veut remplacer ce bébé qui est mort. Et catastrophe, c'est une petite fille qui arrive. Catastrophe, c'est une petite fille qui arrive. Et donc, la mère ne veut même pas regarder Maria Callas, elle ne veut même pas regarder sa fille. Il n'y a même pas de prénom qui attend cet enfant.
et on jette comme ça pêle-mêle, bon, Cécilia, Evangelia, n'importe quel prénom comme ça pêle-mêle, comment va-t-on l'appeler? Il faut bien lui donner un nom, le nom de la sage-femme. Et finalement, Maria, ok, bon, ça sera Maria, così, enfin comme ça. Et donc il n'y a même pas un prénom pour l'attendre. La layette a été faite tricotée tout en bleu pour les garçons. À l'époque, c'était du bleu. Et donc une vie dès le départ, sans amour. Sans amour. Et en plus, il y avait une grande sœur, Jackie, qui était, elle, très jolie, qui était acceptée, qui était épanouie, aimée, et Maria est rejetée. Et alors, question beauté, je suis frappée quand on voit les photos des photos de la jeune Maria Callas et les photos de la femme adulte. Elle est devenue belle. Elle est devenue belle. C'est ça qui est étonnant. Mais en fait, c'est une beauté, une laideur qui est une beauté, je dirais presque, parce que quelquefois la laideur peut être belle. Bien sûr, mais elle a vraiment. Mais oui. Son intelligence, Mais c'est-à-dire une volonté de faire aussi, une volonté, mais. Écoutez, je vais raconter quelque chose qui me vient à l'esprit comme ça, que j'ai écrit dans cette biographie, mais. Apparemment, moi, ça vient des sources, de mes sources. Oui. Il paraît qu'elle fait un régime draconien, mais il paraît qu'elle aurait utilisé un ver solitaire aussi. Ah oui, en plus, oui. Vous voyez un peu? En plus, oui. Alors, les faits lui ont quand même fait un cadeau somptueux, c'est sa voix. Sa voix. Et très vite, elle va se rendre compte du pouvoir de sa voix, carrément en chantant un premier concert. Enfin, elle chante chez elle. Oui. On est en Grèce. Oui. Non, on est à New York. On est à New York. Elle est enfant. Et les enfants. Et les enfants, les voisins, les gens qui passent dans la rue s'arrêtent pour écouter. Et l'applaudissent. Elle est applaudie depuis la rue. Oui. Elle apparaît à la fenêtre. Elle apparaît à la fenêtre. Elle a une ovation. Et ça, c'est sa première ovation. Voilà. Et sa maman qui est à l'affût. Qui est à l'affût de gloire, de rêve. Enfin, sa mère aurait voulu être comédienne, je crois, au départ. Hein. Et c'est une vie complètement frustrée. Tu es une femme, tu seras mère de famille, tu t'occuperas de ton mari, de tes enfants, donc hors de question d'être sur la scène. À cette époque, c'était comme ça. Nous sommes en 1933, quelque chose comme ça. Maria a 10 ans, une dizaine d'années quand cet épisode arrive. Et donc sa mère, elle va vivre une carrière elle décide que sa fille fera une grande carrière. Elle va vivre la carrière de sa fille par gloire interposée, je veux dire par personne interposée. Et à partir de ce moment-là, quand elle découvre la voix de sa fille, voilà, elle s'intéresse à Maria. Et à ce moment-là, elle ne la lâchera plus. Et Maria découvre que le chant est un moyen d'obtenir l'attention de sa mère. Donc finalement, c'est pour ça qu'elle va chanter. Parce qu'elle est affamée d'amour. Elle veut la reconnaissance d'amour de sa mère qu'elle n'a pas. C'est une tragédie. Parce qu'elle voulait être dentiste, elle rêvait d'être dentiste. Elle ne s'était pas imaginée une seule fois chanter, c'est sa mère qui va la pousser, et qui va la pousser dans tous les concours radiophoniques. Vous savez, comme les mères aujourd'hui en Amérique qui poussent leurs enfants dans les concours de Miss. De beauté, ou de choses comme ça. Oui, c'est honteux. Enfin, moi, je trouve ça honteux. Absolument, parce que ça fait grandir les enfants beaucoup trop prématurément. Oui. C'est très malsain, mais enfin bon. Et donc très vite, elle va recevoir une bourse. On donne des bourses aux enfants de 16 ans, aux jeunes de 16 ans, et elle n'a que 13 ans. Ah oui, alors ça c'est quand elle est arrivée en Grèce, là, parce que sa mère en a marre des frasques de son mari. À un moment donné, elle décide de retourner en Grèce. Oui. Elle dit basta maintenant, c'est terminé. Elle quitte son mari et elle part avec ses 2 filles en Grèce. Et quand Maria, déjà il y a l'épisode du capitaine de bateau qui est tellement joli, quand elle chante sur le bateau, on demande, elle a 12 ans, le capitaine lui demande de chanter quelque chose, et elle chante, et il est tellement ému, il lui offre une rose et une...
Alors comment expliquez-vous... Ils tombent amoureux de la voix de Maria. Comment expliquez-vous, Mélisande Chauveau, ce pouvoir de la voix qui rend fou, qui fait pleurer, qui illumine certaines personnes, parce que tout le monde n'est pas sensible, tout le monde n'est pas subjugué. Moi, mais certaines personnes, oui. Je suis terriblement sensible à la voix, plus qu'au piano. Je suis pianiste. et je pense que la voix a quelque chose de tellement humain et surhumain. Surhumain, oui. Et ça sort de vous, vous savez, ça sort de vous. Et d'ailleurs, on a... Non seulement ça sort de vous, mais ça vous atteint vous-même, voilà, dans votre intimité. Vous êtes pénétré par la voix, comme un courant électrique. Parce que c'est d'humain à humain, finalement. Ça ne passe pas par l'intermédiaire d'un violoncelle ou d'un piano, d'un instrument. Vous voyez, c'est un instrument en vous, qui se projette vers l'autre, et c'est vrai que c'est envoûtant. Il y a quelque chose d'hypnotique. Et puis il y a le personnage aussi. Le personnage, oui. Alors vous donnez des détails que l'on ne connaissait pas, on croit tout connaître de la Calas, mais non, pas du tout. Vous nous en apprenez encore. Cette scène fantastique, nous sommes en Grèce, la Grèce est occupée par les Allemands, et pour éviter que la maison soit fouillée par des soldats allemands, alors qu'elle cache deux officiers anglais, elle va chanter la prière de la Tosca. Ça, c'est quand même inouï comme histoire. Et subjuguée, évidemment, les soldats allemands aiment la musique. Ils vont être éblouis. Et ils vont lui apporter des victuailles en plus. Ils vont lui apporter des victuailles, ça c'est fantastique. La pauvre, elle sera traitée de collaboratrice après d'ailleurs, parce qu'elle a accepté les victuailles, etc. Et alors, une histoire triste, elle va être refusée par la Grèce parce qu'elle a chanté pour les occupants. Et voilà. Ce qui est fou, parce que beaucoup d'artistes ont connu... Il y a beaucoup d'artistes dont la carrière a été brisée parce qu'ils avaient chanté sous l'occupation, ce qui est quand même d'une injustice effroyable. Je pense que c'est injuste. Parce que ceux qui étaient premiers violons avant la guerre l'ont été pendant la guerre et eussent dû rester premiers violons après la guerre. Et puis je pense que quand vous êtes affamé, qu'est-ce qu'on ferait si on était affamé? Je veux dire, mon Dieu, chanter, juste chanter, c'est pas trahir son pays, ce n'est pas juste, on est musicien, on reste musicien, que ce soit pour un Allemand, pour un Français, pour je ne sais qui. Alors, à 22 ans, au Met, on lui propose Fidelio et Madame Butterfly. Voilà. 22 ans. Oui, oui. Et après une série d'échecs effroyables. Rappelez-vous, si vous avez, quand vous avez lu le livre, quand elle veut retourner en Grèce, elle dit c'est terminé, je n'en peux plus. Elle se fait rejeter absolument de tous les côtés. Et puis on lui propose Fidelio et Madame Butterfly, mais elle refuse. Et comment expliquez-vous qu'elle provoque ces refus? Est-ce que c'est le temps où les cantatrices étaient beaucoup plus stables, beaucoup moins émotives, ne faisaient pas de théâtre en fait? Non, c'est le temps où les cantatrices étaient des vraies divas. Oui. Maria Callas est la diva des divas. Oui. Elle faisait des caprices de star. C'est maintenant que les cantatrices, enfin en opéra, je ne parle pas du showbiz bien entendu, mais dans l'opéra, les cantatrices font beaucoup moins elles sont beaucoup plus professionnelles maintenant. Ce que je veux dire, c'est que la Callas a tout de même vivait ces scènes. Alors que les cantatrices avant elle étaient beaucoup plus... dire là, oui, bien sûr. Alors oui, ça a été l'une des premières. Il y a eu la Malibran. Oui. Et puis entre elle et la Malibran, il n'y a pas eu grand monde finalement. Elle a fait revivre la tragédie. La Thébaldi qui avait une voix magnifique. Plus belle que la Callas, d'ailleurs. Plus pure. J'ai découvert ça sur Internet. Plus pure. Mais il n'était pas une tragédienne. Il n'était pas une tragédienne. Tandis que la Callas entrait dans la peau, elle faisait vivre ces personnes, elle mourait sur scène. Elle mourait sur scène. Elle mourait sur scène. Et donc ça a été la première
finalement à faire vivre ces personnages, parce qu'à l'époque de la Calaf, les cantatrices étaient d'abord énormes, laides à faire fuir. Enfin, vous voyez les Valkyries comme ça, et elles étaient statiques, elles ne bougeaient pas. Je touche juste si elles faisaient oh, comme ça, mais c'est tout. Et donc, la Calaf, c'était une tragédienne, c'était une comédienne. Elle vivait, elle mourait son personnage sur scène. Et finalement, le public était hypnotisé, le public était pris, tout simplement. Et puis, vous nous racontez de façon très réaliste, très charnelle, ce bonheur qu'elle a éprouvé à aimer un homme qu'il ne méritait pas. Non. Elle a ce premier mariage avec un Grec. Non, un Italien, Millegrini. Tita. Et puis, Baptiste, et puis une espèce de requin, j'ai envie de dire, parce qu'il se comporte vraiment comme un requin. Donc, Aristote Onassis est subjugué par sa voix et il a envie, passez-moi l'expression, de se la faire. Oui. On est vraiment à ce niveau-là. Hein, on est à ce niveau-là. Mais je pense que je ne sais même pas si c'est sa voix qui l'a subjugué ou si c'est parce que c'était Maria Callas. Et Callas, il aimait quand même l'opéra. Oui. Il aimait quand même l'opéra. Il aimait beaucoup la musique quand même. Sur son bateau. Mais je pense qu'elle n'aurait pas été Maria Callas, le personnage, la diva des divas, la prima donna assoluta. Et alors elle devient, en fait, elle retrouve qu'elle n'avait jamais vécu, c'est 15 ans. Elle est amoureuse comme une petite fille, en fait, comme elle découvre l'amour physique, tout simplement, simplement. Oui, tout simplement. Tout simplement, qu'elle n'a jamais eu d'émotion et alors là, elle se comporte en esclave. Et elle se comporte en esclave, et elle se fait... Elle est foutue. Bafouée, elle est foutue. Elle est foutue parce qu'elle tombe amoureuse. Gardez-vous de tomber amoureuse, c'est la pire des... Ça rend bête. Non, n'allons pas dire ça, n'allons pas désespérer. Non, mais je veux dire, entre aimer et tomber amoureux, elle découvre l'amour physique. Ne soyez surtout pas esclave. Et Onassis, vous écrivez cette terrible phrase quand Onassis veut se séparer d'elle. Tu n'as qu'un sifflet dans la gorge et il ne marche même plus. Ah, c'est atroce. Là, on se dit... Salaud. Salaud. C'est vraiment... Non, mais vraiment, excusez-moi de parler cru devant les caméras, mais franchement, c'est immonde. Le monstre parfait de... C'est tellement blessant, parce que le pire, c'est que c'était vrai. Elle n'avait à cette époque plus qu'un sifflet dans la voix, qu'elle avait perdu parce qu'elle ne travaillait plus, parce qu'elle avait... elle était devenue une jet-setteuse, finalement. Oui. Elle ne travaillait plus. Elle ne travaillait plus, oui, c'est ça. Elle était sur le bateau en train de se pavaner, elle était à la botte d'Onassis. Je crois que personne ne sait assez la somme de travail qu'un chanteur ou qu'un pianiste, c'est l'esclavage. Tous les instrumentistes, et finalement la voix est un instrument comme les autres, doivent pratiquer. Ah oui, alors la voix, on ne peut pas travailler 6 heures par jour. Comme le piano, c'est pas possible. Mais en fait, il faut quand même travailler au moins 2 heures, 3 heures par jour. Oui. Et puis vous avez la respiration, le souffle, le corps à travailler. Vous êtes un athlète de haut niveau. Et vous arrêtez, c'est fini. C'est comme quelqu'un qui se muscle, qui a des tablettes de chocolat, des abdos extraordinaires, et puis tout d'un coup il arrête, et ben tout s'écroule. Mais écoutez, moi qui fais du karaté, je peux vous dire que si vous arrêtez, tout d'un coup... Je vous avais dit que Mélisande Chauveau était quelqu'un de très original, mais vous voyez, elle fait du karaté. Et il n'est pas question de l'agresser dans la rue. Non. Cela en coûterait à son agresseur. Et mes camarades pratiquants de karaté regardent votre émission. Ce sont des fans de votre émission. Merci Mélisande Chauveau. Et moi, je suis une fan de vos livres parce qu'encore une fois, on a lu des biographies de Callas, on a lu des biographies de Schumann, de Clara Schumann, de Jean-Sébastien Bach, mais on apprend toujours quelque chose. Et puis, on a une impression de proximité, d'intimité avec vos héros et vos héroïnes, que ce sont des livres merveilleux. Merci beaucoup, Mélisande. Donc, raconte-moi
Moi, Maria Callas, c'est aux éditions de la Tour, France. Merci beaucoup, Mélisande Chauveau. Merci. Et je crois qu'on va annoncer une petite nouvelle, c'est que vous allez participer à une émission pour les enfants, mais je n'en dis pas plus. Ça sera une surprise. Je me réjouis énormément. Merci. Merci, Mélisande. Amis de TV Liberté, à très vite pour une autre rubrique de Perles de Culture. Amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons la joie de recevoir pour cette rubrique L'art en beauté Laurent Dandrieux. Bonjour Laurent. Bonjour Anne. Qui nous offre un livre très très beau qui s'appelle Les peintres de l'invisible, Le Gréco, Rembrandt, Vermeer et autres messagers de l'infini. C'est publié au Cerf. Comme ces deux autres livres, La Compagnie des Anges, Fra Angelico, et puis le Roi et l'Architecte, c'est-à-dire Louis XIV et le Bernin, donc toujours aux éditions du Cerf. J'ai une première question, Laurent Dandrieux. L'art semble avoir une grande importance dans votre vie. Et une certaine forme d'art, celui qui vous met en rapport avec l'invisible. Oui, alors est-ce qu'il a une place particulièrement grande dans la vie? Je ne sais pas, je pense qu'il devrait avoir une grande place dans la vie de tout le monde, parce que c'est ça qui nous tire vers le haut quand même, hein. Sauf si on a un tempérament particulièrement mystique et qu'on est capable de tirer vers le haut sans passer par des truchements humains, mais c'est vrai que l'art est une manière quand même de se hausser au-dessus de la médiocrité quotidienne qui est assez efficace. Et effectivement, c'est aussi un moyen c'est ça qui m'intéresse particulièrement dans ce livre-ci, c'est aussi un moyen de traverser les apparences, de saisir le réel dans toute sa complexité et en incluant la dimension invisible qui est la plus essentielle. Il y a une phrase que j'ai trouvée dans un très beau livre de François Cheng qui vient de sortir, l'édition Albin Michel, qui s'appelle De l'âme. Et il cite une phrase de Victor Hugo qui est extraite des Travailleurs de la mer. Et Victor Hugo écrit en substance, et peut-être que les réalités visibles ne sont qu'une apparence et que la seule chose réelle, c'est l'âme. Et donc, si la seule chose réelle, c'est l'âme, eh bien, ça devient assez important d'essayer de la cerner et notamment de la représenter. Et donc, c'est vrai que ce soit en matière de cinéma, d'ailleurs, ou en matière de peinture, je m'intéresse particulièrement aux artistes qui, tout en filmant le réel, parviennent à montrer la part d'éternité qu'il contient et l'invisible qui se cache au cœur du visible. Alors ce livre, Laurent Dandrieux, est un recueil d'un certain nombre d'articles que vous avez publiés à la suite d'expositions dans Valeurs Actuelles, dont vous êtes le rédacteur en chef culture, à la suite d'expositions que vous avez visitées. Et il y a néanmoins deux inédits, un inédit et l'introduction que j'ai rajouté. Un inédit sur un peintre contemporain? Non, alors c'est Georges Desvallières. C'est Georges Desvallières, effectivement. J'étais en train de mettre la dernière main à ce livre quand je suis allé voir par pure curiosité l'exposition qui était consacrée au Petit Palais l'été dernier à Georges Desvallières, et j'ai été absolument ébloui, d'abord parce que ça a été une surprise totale. J'avoue que je ne connaissais pas du tout ce peintre. J'ai été ébloui de voir qu'un musée de la ville de Paris consacrait une grande rétrospective à un peintre qui est à la fois un grand patriote et un grand chrétien, et qui mêle les deux éléments, ces deux éléments dans un même élan lyrique, et de manière tout à fait étonnante. Et ça a été aussi l'occasion pour moi
de clore ce livre sur une note positive, c'est-à-dire de dire, et je le fais aussi à travers un autre chapitre consacré à un peintre qui lui est bien vivant, qui s'appelle François-Xavier de Boissoudy, de dire que l'art sacré, l'art religieux, c'est pas un truc des temps passés, que ça peut être encore vivant et que ça peut être encore vivant, non pas comme une vague survivance un peu médiocre de choses qui ont eu leur heure de gloire autrefois, mais avec talent, voire avec génie, oui. Alors, l'une des richesses de ce livre, c'est que vous montrez combien cet invisible, ce sacré, ce ciel, en réalité, les peintres l'incarnent dans une réalité extrêmement concrète, charnelle. C'est vrai que c'est très frappant parce que nous vivons une époque qui est marquée par la prédominance de l'art abstrait, et on a la surprise de voir que le christianisme, qui est pourtant la religion de l'incarnation, s'est également soumis aux diktats de l'art abstrait pour l'art religieux. C'est-à-dire que de plus en plus dans les églises, vous avez des vitraux qui ne représentent rien, qui sont juste des taches de couleur, et vous avez aussi des tableaux qui sont complètement, qui ne représentent rien de précis, qui sont complètement abstraits, et qui sont censés du coup évoquer de manière un peu subliminale le surnaturel, l'infini, l'éternité, et qui en fait n'évoquent rien du tout. Et au contraire, quand vous allez voir les œuvres de Fra Angelico, vous êtes surpris de constater que c'est le peintre, certainement le peintre religieux, qui dans l'histoire de l'art a évoqué avec le plus le pouvoir d'évocation le plus fort le surnaturel. Si on l'a appelé Fra Angelico, le frère angélique, c'est parce que justement il avait cette capacité, comme on l'a dit, d'emparadiser ses œuvres, de nous faire voir le ciel, mais en même temps, à l'époque, à son époque, il était célébré comme ayant fait franchir à la peinture un pas considérable en matière de réalisme. C'est quelqu'un qui effectivement va atteindre le surnaturel et l'invisible à travers une description extraordinairement précise du visible. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est une leçon qui a été illustrée par toute l'histoire de l'art et qui aujourd'hui semble à peu près perdue. Parce que ce qui est vrai de Fra Angelico, c'est vrai de Rembrandt aussi. Alors évidemment, le réalisme de Rembrandt n'a rien à voir avec celui de Fra Angelico. Il y a le clair-obscur qui est passé par là. Mais, par exemple, les Christ de Rembrandt sont des Christ très humains, très ancrés dans la réalité. Et pourtant, ils sont nimbés d'une atmosphère mystique qui rend parfaitement compte de la nature divine aussi du Christ. Et donc, là aussi, il y a une manière tout à fait étonnante d'atteindre au surnaturel par le naturel. Revenons à la peinture hollandaise avec deux portraits que vous nous faites, Vermeer et Peter de Hoor. Mais surtout Vermeer, c'est surtout Vermeer. Surtout Vermeer, mais et là, en effet, on comprend mieux ces toiles que vous nous faites redécouvrir, c'est sûr. Ne serait-ce qu'on avait compris qu'il y avait souvent une fenêtre ou un miroir dans un tableau de Vermeer, mais vous nous expliquez vers où ouvre cette fenêtre. C'est vrai que Vermeer est un peintre qui, a priori, à quelques exceptions près, n'a peint que des sujets profanes, et ce sont des scènes de la vie quotidienne presque triviale, c'est-à-dire qu'effectivement, une femme ouvre sa fenêtre, un pichet à la main, une autre est une laitière en train de fabriquer quelques produits laitiers, des gens sont réunis pour une partie de cartes ou pour une leçon de musique. Donc apparemment, on est dans une forme d'immédiateté et on est à l'opposé, semble-t-il, de la transcendance. Et ce qui est très étonnant chez Vermeer, c'est que ce soit effectivement par des gestes, par des regards, mais aussi par un usage de la lumière, de l'éclairage, du jeu des couleurs, et par une certaine par une certaine brumosité. C'est à la fois très précis et très flou. On a l'impression de voir tout ça à travers un peu un voile. Il évoque quelque chose d'un autre ordre, qui n'est pas directement représenté, mais qui est présent quand même au cœur de ses œuvres. Il y a vraiment une sorte de description de ce que René Huyghe, le grand critique d'art, appelait l'avant-garde d'une splendeur d'un autre ordre.
Et c'est présent vraiment de manière très très précise et très frappant dans les toiles de Vermeer. Et puis vous insistez beaucoup en montrant que l'éternité est dans chaque minute et chaque seconde, dans chaque geste. Ça, c'est quelque chose de... C'est vrai que c'est très frappant, notamment dans cette peinture hollandaise. Un autre critique qui s'appelle Tseftan Todorov a parlé de sanctification du quotidien. C'est vrai que ces peintres décrivent le quotidien et les choses les plus banales en conférant à tous ces gestes et aux scènes qu'ils décrivent une dignité, une intensité qui les élève à une forme de nature un peu spirituelle. Et Claudel aussi a été très sensible à ça. Il a écrit un merveilleux petit livre qui s'appelle « Introduction à la peinture hollandaise ». Et il montre bien effectivement à quel point toute cette peinture, le but caché de cette peinture, le but réel de cette peinture est de traquer la part d'infini qu'il y a derrière les choses les plus ordinaires, derrière ce qu'il appelle dans une formule que j'adore, absolument magnifique, derrière le silence de l'heure qu'il est. Effectivement, il y a une qualité de silence, bon, qui est effectivement propre à l'art pictural, mais qui est probablement beaucoup plus encore contemplative et méditative dans les peintres hollandais du grand siècle. Qui nous donne à toucher l'heure. Et qui nous donne à toucher l'heure, effectivement, et qui nous donne à le contempler avec une intensité telle que, effectivement, le moment présent, qui est décrit sur la toile, se fige en un moment d'éternité, en fait. Oui, absolument. Vous nous faites approcher aussi l'œuvre de Philippe de Champaigne, que nous connaissions par des tableaux assez austères de Louis XIII, des grands jansénistes. L'impression d'un peintre officiel, un peintre de cour, ce qu'il est aussi, puisque c'était le peintre fétiche de Richelieu, qu'il a représenté à de maintes reprises, mais il n'était pas que ça. Il n'était pas que ça. Il a travaillé dans l'atelier de Poussin, et vous décrivez des toiles très flamboyantes avec très jolis tissus, très jolies dorures, des ciels magnifiques à la Poussin. Et puis vous nous faites approcher cette toile que je ne connaissais pas, qui s'appelle Ex Voto. Pouvez-vous nous raconter cette... Oui, alors c'est pas celle que je préfère moi personnellement, je sais qu'elle vous touche beaucoup. J'ai trouvé le sourire de cette jeune religieuse qui était donc la fille de Philippe de Champaigne. Il était très proche effectivement, Philippe de Champaigne, des jansénistes de Port-Royal. Oui. Il a Sa fille rentre. Un certain nombre de portraits restés célèbres des grandes figures du mouvement, et puis sa sœur était religieuse. Sa fille, a été religieuse à Port-Royal, et elle a failli mourir. Elle a failli mourir d'une maladie très grave. Elle a expérimenté une guérison miraculeuse. Et donc, à la suite de cette guérison, en action de grâce, Philippe de Champaigne peint cet Ex Voto, qui décrit d'ailleurs de manière assez curieuse, non pas le miracle en train de s'opérer, mais la prière qui va... De reconnaissance. Non, la prière même qui va conduire au miracle, c'est-à-dire qu'on est avant. Et la prière est donc sur un grand... gravée sur le mur qui est derrière les personnages. Mais ce que j'aime, c'est le sourire. Le sourire de cette jeune religieuse qu'on n'a pas l'habitude de voir dans Philippe de Champaigne. Et ce qui est très frappant, c'est surtout effectivement l'atmosphère d'intériorité. C'est-à-dire que la religion de Philippe de Champaigne n'est pas du tout une religion démonstrative, c'est une religion de contemplation, de méditation, une religion tout à fait intériorisée et qui est très saisissante. Et alors moi, ce qui m'a le plus attiré dans son œuvre, c'est un tableau qui est au Louvre, que je vais voir régulièrement et avec à chaque fois la tentation de m'agenouiller devant, qui est le Christ mort. Donc c'est le corps du Christ allongé sur la dalle funéraire de profil. Et ce qui est très frappant, c'est que c'est bien le portrait d'un homme mort, c'est-à-dire effectivement la couleur des chairs, la précision des plaies, l'attitude, j'allais dire, de relâchement, d'abandon, montre bien qu'on est face à un cadavre, mais c'est un cadavre qui en même temps dégage une impression de force, de puissance, et qui laisse présager la résurrection prochaine. Il est déjà en train de résurrecter. Et c'est très, 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 très étonnant. C'est un tableau d'une force et d'une profondeur tout
à fait exceptionnel. On va le voir apparaître lui aussi. Et puis vous nous expliquez, et ça j'ai été heureuse de l'apprendre, pourquoi certaines figures du Gréco sont terriblement allongées. Alors je ne l'explique pas parce que voilà, c'est une intuition. On n'en sait rien. Oui. On ne sait pas pourquoi tel peintre a fait ça comme ça et comment, ni comment il l'a fait d'ailleurs. Parce qu'effectivement, on parlait de Vermeer, cette atmosphère de spiritualité qui se dégage de ces tableaux, elle est le produit d'une inspiration qui est tout à fait mystérieuse et qui n'est pas reproductible par quelqu'un qui ne serait pas Vermeer. Et pour le Gréco, oui, il a ces silhouettes très très allongées, très étonnantes, une forme de distorsion de la réalité qui a fait subodorer même à un certain moment, un certain critique d'art qu'il aurait pu avoir une maladie oculaire qui aurait déformé sa vision et qui expliquerait qu'il ait vu le monde comme ça. Bon, évidemment, cette théorie est idiote, il n'en était rien, c'était juste le Gréco qui avait décidé de peindre comme ça, et probablement, effectivement, pour cette distorsion des personnages, tendre ces personnages vers le ciel. Effectivement, de montrer la façon dont ils tendent vers le ciel, dont leur âme essaye de s'échapper de l'enveloppe corporelle pour la conduire vers l'infini. Alors, à un moment donné, et ce sera notre conclusion, vous citez le directeur de la National Gallery de Londres. Directeur de l'époque. Et de l'époque, qui avait fait c'était le Millennium à Londres. Le passage à l'an 2000. Le passage à l'an 2000, donc une exposition de l'an 2000, après quoi? Après Jésus-Christ. Donc c'était une exposition, pouvez-vous nous en parler? Oui, alors en fait, il y avait deux expositions à Londres à ce moment-là. Oui. Il y avait une qui était inaugurait le Millennium Dome, c'est ce grand dôme qu'ils ont construit le long de la Tamise. Et donc, c'était une simple célébration de l'an 2000. Donc, c'était l'adoration du dieu Chronos. C'est formidable. On a atteint un chiffre rond, c'est merveilleux. Ça n'avait aucun sens et aucun intérêt. Et puis, la National Gallery avait décidé de célébrer le vrai sens de l'an 2000, c'est-à-dire effectivement le millième anniversaire de la naissance du Christ. Et donc, ils avaient fait une exposition absolument magnifique sur les visages du salut, c'est-à-dire la façon dont l'art occidental avait représenté le Christ en 2000 ans d'histoire et la façon dont cette représentation avait façonné la mentalité occidentale. Et c'était tout à fait passionnant. Et ça m'avait d'autant plus intéressé que c'est une démarche qui était absolument inimaginable en France. C'est-à-dire que... oui, et pourquoi? Parce qu'en France, on est dans une espèce de caricature de formalisme, c'est-à-dire qu'on va expliquer les œuvres par la technique, par l'utilisation de tel ou tel éclairage, de tel ou tel pigment, de tel ou tel truc technique. On va parler des peintres en fonction de leur filiation, de leur position dans l'histoire de l'art. Et de leur capacité à annoncer le XXe siècle, la modernité. Et puis on va complètement oublier ce qu'ils ont à nous dire, et ce que leurs œuvres ont à nous dire, peut-être d'ailleurs indépendamment de ce que le peintre lui-même a voulu dire. Et donc ça, c'est vraiment une chose qui est propre à l'époque moderne, mais qui est à la puissance 10 en France, où on souffre d'un laïcardisme aggravé. Et Dieu merci, nos amis grands-bretons sont un peu libérés de ça, ne serait-ce que parce qu'ils ne sont pas dans un régime laïque, mais que, comme vous le savez, ils ont par exemple la reine d'Angleterre est la chef de l'Église anglicane, et que voilà, la place de la religion est encore reconnue à juste valeur dans la société. Donc ils n'ont pas ce besoin de dissimuler à toute force leurs racines chrétiennes. Donc ils assument ce côté la dimension chrétienne de la culture d'une manière que nous sommes devenus malheureusement de plus en plus incapables de faire. Et ce qui explique qu'on ne peut pas apprendre la peinture et les premiers temps de la peinture aux enfants, puisque les premiers temps de la peinture en Europe, c'est une peinture religieuse. Donc, et c'est vrai que c'est un calvaire d'emmener un enfant au Louvre, parce qu'on lui montre des tableaux sur la nativité et sur la passion et sur tout un tas de choses, et on est obligé
d'expliquer le b.a.-ba. C'est vrai que j'ai entendu dire même que c'était un casse-tête pour les organisateurs d'exposition, c'est-à-dire que si vous exposez un tableau qui représente, je ne sais pas, la conversion de Saint-Paul, vous avez un petit cartel explicatif et vous êtes obligé de consacrer le cartel explicatif quasiment entièrement à déjà expliquer qui était Saint-Paul, parce que ça n'est plus évident malheureusement pour personne. Il m'est arrivé une expérience effrayante dans les Côtes du Nord, au bord de la mer, un promontoire et un oratoire avec la Vierge à l'enfant. Et j'entends la petite fille, dans 4 ans ou 5 ans, dans les bras de son père, dire la femme là, elle porte, le bébé, il porte un ballon. Et j'ai été sidérée, le père n'a rien répondu. Oui. Et là, j'ai eu un sentiment de tristesse aiguë. Je crains malheureusement que ce genre d'anecdote soit assez fréquente quand on fréquente un peu les musées ou les églises. Oui. Alors, chers amis de TV Liberté, lisez ce très très joli livre, Les peintres de l'invisible, Le Greco, Rembrandt, Vermeer et autres messagers de l'infini, de ce messager de l'infini qu'est Laurent Dandrieux. C'est publié au Cerf et ça ne coûte que la modique somme de 10 €. Donc c'est peu comme ticket pour l'infini. Disons que ça fait un cadeau de Noël bien et pas cher. Merci beaucoup Laurent Dandrieux. À très vite pour un autre livre. Amis de TV Liberté, à très vite pour une autre émission de Perles de Culture.